Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la pensée des critiques, je suis à la sortie du cinéma pour vous parler du nouveau long métrage de Tim Burton, enfin sorti nationalement en France, à savoir Beetlejuice. Beetlejuice. Je ne vais pas le dire une troisième fois parce que sinon je vais avoir quelques soucis et puis de toute façon ce sera le titre du troisième volet. Oui, je dis ça parce que vu le succès de ce nouveau brûlot, on pourrait imaginer qu'il y aura une troisième occurrence. Donc, Tim Burton nous revient ici pour le cinéma, après avoir fait sa série Wednesday, mercredi, et au casting, par rapport au premier volet, nous retrouvons Michael Keaton dans le rôle titre, Winona Ryder qui interprète Lydia, qui n'est plus une adolescente, mais une mère de famille, Catherine O'Hara également présente dans le rôle de la belle-mère, et rejoignent donc cette belle troupe Jenna Ortega, qui était justement Mercredi Adams, et qui apparaît dans le film comme une sorte de contrepoint. On pourrait presque s'en amuser d'ailleurs, mais je reviendrai sur certains points à ce niveau. Justin Theroux est aussi présent, le nouveau mec donc du personnage de Lydia, dont le précédent compagnon, mari et père de sa fille Jenna Ortega est décédé. Willem Dafoe également présent, ainsi que Monica Bellucci, qui est la nouvelle Madame Tim Burton depuis quelques années. Apparition également de Danny DeVito, très vite au début, c'est un acteur fétiche de Tim Burton. Santiago Cabrera également, qui va jouer le père, donc décédé, mais on va pas le voir longtemps. Un monsieur qu'on a vu dans la série Heroes. Et alors, il y a Burn Gorman aussi, qui joue le prêtre un peu bizarre, enfin le révérend là. Techniquement, donc il n'y a pas Jeffrey Jones, puisque son personnage est mort et que l'acteur a eu pas mal de soucis judiciaires, mais il apparaît quand même en stop motion. Alors, je reviendrai très vite là-dessus, c'est même pas un spoiler, c'est au début du film, et puis tant pis, voilà. Tant pis que je l'ai révélé, mais c'est pas grave, parce que le film va bien au-delà des spoils. Déjà, pour faire un synopsis, je ferai quand même une zone spoiler détaillée, mais c'est pas facile, c'est un film qui part vraiment dans tous les sens. On retrouve Lydia, donc au début, qui est devenue une présentatrice d'émissions d'horreur, un Ghost House, avec une introduction très Tim Burton, justement, qui joue avec certains codes du premier film et de son cinéma. De toute façon, Tim Burton, il s'amuse beaucoup dans cette œuvre. Et bon, elle a un nouveau mec, mais on sent qu'elle n'est pas bien. Toujours hantée, visiblement, par Beetlejuice, qu'elle voit apparaître, ou les morts au sens large. Elle a du mal à vivre sa vie, et son nouveau mec a l'air un peu bizarre, son manager, tout ça. Bon, et elle apprend donc dès le début que son père est mort, donc le fameux Charles, Jeffrey Jones, que l'on voit bouffer par un requin au début. Bon, c'est très drôle, cette introduction. Comment se débarrasser de l'acteur et du personnage en même temps. Bon, et c'est sa belle-mère qui l'annonce, qui est toujours une artiste complètement, voilà, est devenue super célèbre, sorte de New Age machin, là. Et donc, hop, funérailles locales avec une, une reprise de Day du premier film en mode chorale, funéraire. Et derrière, il va se passer beaucoup de choses, parce que la fille de Lydia, qui était dans une sorte de pensionnat qui appartient à la famille, va être ramenée pour forcément être là pour le papy, enfin voilà, et tout ceci ramène donc des retrouvailles familiales autour d'Halloween, et Astrid, c'est le personnage de Jenna Ortega, on voit qu'elle a des tensions avec sa mère. Ok, et que elle va pas avoir envie de voir sa maman épouser là, ce futur beau-père. Elle va prendre son vélo, se barrer et rencontrer un autre garçon qui a l'air complètement paumé, une sorte d'autre incarnation de Tim Burton, si vous voulez, qui est bloqué dans son univers. Peut-être l'amour et tout, mais au-delà de ça, évidemment, on attend surtout l'arrivée de Beetlejuice, oui, qui va revenir par truchement du truc particulier, et surtout parce que lui-même va être poursuivi par son ex, qui est joué par Monica Bellucci, ce qui nous permet d'ailleurs de savoir des choses sur l'origine story du personnage de Beetlejuice. Et alors, et tout ça se mélange, et s'entrecroise, et se décroise, et se... dans une sorte de train fantôme cartoonesque, qui ferait passer le premier Beetlejuice pour une œuvre, on va dire, très facile et linéaire. Non, à suivre, pas tant que ça, mais on est vraiment ici dans le déjanté du déjanté, c'est complètement le bazar. Tu sens que sur le scénario, il n'y a rien qui va sur le papier, si vous voulez, mais c'est du pur cinéma et c'est Tim Burton libre. Enfin, ici, le réalisateur retrouve, on va dire, une forme d'émancipation dans un certain sens. Lui qui était un peu enfermé dans l'au-delà du cinéma, d'une certaine manière, eh bien, prend le train de la création, le Soul Train que l'on voit dans le film, pour atteindre son Great Beyond à lui et
retrouver une forme de nouvelle jeunesse. Alors, c'est particulier parce que moi, j'avais bien aimé son Dumbo. Beaucoup, il voyait du cynisme Disney, mais je trouve que déjà là, il avait quelque chose il retrouvait quelque chose dans Dumbo, vraiment. Et en fait, ça se confirme ici. Alors, la série, mercredi, moi, j'avais bien aimé le premier épisode qu'il avait réalisé. Après, le reste, c'est plus de la production. Après, j'ai tout oublié hein, de cette série. Mais je trouve que quand même Tim Burton n'était pas si mort que ça ces dernières années. Enfin, il y avait quelque chose, il y avait un soubresaut dans le cercueil. Et sur Dumbo, moi je continue à dire, je persiste à dire que c'est un bon film. Il y a des choses à dire. Là, alors aussi, il y en a des choses à redire. Mais dans cette totale liberté de ton, c'est un film rare pour, on va dire, j'allais dire le monde actuel. Oui, si on veut. C'est-à-dire que Tim Burton réussit quelque chose qu'il n'avait peut-être pas pu faire jusqu'ici depuis Big Fish 2003, c'est qu'il convoque beaucoup de choses de son cinéma, oui, mais il va au-delà d'une forme de nostalgie. Non, ce n'est pas qu'un musée Tim Burton, comme certains l'ont dit, voilà, c'est pas un nid à référence, il peut y en avoir forcément, bien sûr. Dès le début, là, dans l'émission Ghost House, tu pourrais imaginer, rappelez-vous, Winona Ryder au début et à la fin, des doigts en main d'argent dans sa maison à raconter une histoire. C'est un peu ce qu'elle fait là, mais dans un studio. Et t'as le couple qui est là, qui raconte voilà, ses déboires avec le chien de Mars Attacks, littéralement. Hein. Donc oui, mais après, on va ailleurs. Même si Danny Elfman, il fait des petites compositions qui sont pas trop loin, bon, du premier Beetlejuice et de Mars Attacks aussi. Et ça déballe autre chose. Je trouve qu'il essaye, toujours avec ses thématiques habituelles et ses obsessions, ça ne change pas, d'aller de l'avant, de faire le deuil de quelque chose, et de reprendre contact aussi avec le monde des vivants, avec ce film. Et ça, je développerai peut-être dans la zone spoiler. Ce qui est intéressant, évidemment, bon, c'est toujours la même chose, hein, Tim Burton. C'est anticonformiste. Et ici, on a d'autres formes d'anticonformisme. Lydia n'est plus la gothique absolue, elle est juste paumée. C'est sa fille qui est une autre forme d'anticonformisme moderne, écolo, qui en a marre un petit peu de voir soi-disant sa mère folle, parce qu'elle ne croit pas aux fantômes. Elle, bon, elle va y revenir, forcément, à un moment, elle va vraiment se rendre compte qu'il y a une vie au-delà. Et les vivants et les morts vont se croiser et s'entrecroiser, c'est ça. Le cinéma de Tim Burton d'avant et d'aujourd'hui, il y a un mélange et une tentative d'autre chose. Peut-être qu'il va mieux, Tim Burton, créativement et tout, puis qu'il a rencontré Monica Bellucci, je ne sais pas, il a réussi à faire une sorte de testament personnel pour pouvoir, ici, avec ce film, en communiquant avec le début de sa carrière, en plus, c'est intéressant, tenter autre chose, et je trouve que là-dessus, c'est fascinant et richissime, et que malgré les gros défauts, qu'à certains moments dans le film, j'étais là en mode « Ah, c'est épuisant, ah, ça me saoule ». À un moment, j'étais là, ça me saoule, premier degré. Mais à chaque fois, j'étais raccroché par trois trucs, machin. Là, il me dit, ah ouais, en fait, c'est... Oui, quand tu vas dans le sous-texte, au-delà même de l'intrigue et du premier degré du machin, on s'en fiche, hein, voilà, Beetlejuice, le personnage disparaît, réapparaît, bon, on le voit pas beaucoup, comme dans le premier film. Personnage de Monica Bellucci, Dolores, à un moment, on l'oublie complètement, pendant 30-40 minutes, elle revient. Le personnage de Justin Theroux, machin. Le garçon que Jenna Ortega rencontre, qui va faire une péripétie dans la péripétie de péripétie, la belle-mère, le machin, le truc. À un moment, voilà, on retrouve l'univers des morts de premier Beetlejuice. Et en fait, c'est assez amusant comme quoi il convoque beaucoup de choses de son cinéma et de ses influences, toujours. Hein. Un petit peu Frankenstein au début. C'est pas Frankenweenie, c'est Frankenstein, littéralement, avec le personnage de Monica Bellucci, donc Dolores, qui est ressuscitée par l'électricité. Elle se recompose, tout ça. Avec The Thing, hein, évidemment, la main, il a fait la famille Adams avant, ça se voit. Mais c'est cette idée-là, la créature reconstituée, une mangeuse d'âmes, hein, dévoreuse d'âmes. D'ailleurs, il y a des moments où ça m'a fait penser à Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson, dans le sens où Beetlejuice et ce film-là, déjà, j'avais fait quelques liens, et que même à un moment, on se retrouverait presque dans Brain Dead avec un bébé bizarre. Comme quoi, Peter Jackson et Tim Burton, hein, ils pourraient prendre un verre ensemble, je pense qu'ils feraient une belle soirée à se raconter de belles choses. C'est amusant quand même, parce que les deux finalement se sont peut-être influencés au fil des décennies. Et donc oui, il se passe énormément de trucs, et c'est puissant, et c'est intéressant. La rencontre avec ce garçon pour le personnage de Jenna Ortega, où on voit qu'il est plus ou moins dans les 90s, on comprend pas, on a l'impression d'ailleurs qu'une fois qu'elle passe le pont, où elle trompe la mort, elle ne meurt pas là, eh bien elle va aller dans un autre univers, qui est l'univers du premier Beetlejuice, à quelques années près. Et justement, il y a ce jeu là-dessus dans les mondes Burton, où un nouveau monde Burton ici, on ne sait pas trop où est la réalité, la modernité ou le passé. Et dès l'introduction, tu as ça. Tu as donc plan aérien avec la musique de Danny Elfman, hein, habituelle, tout ça, qui nous ramène donc à la ville, au village, enfin, une petite ville locale de Winter River, où se passait Beetlejuice. On voit le fameux passage avec la maison rouge là, du pont, là, bref, là où les Maitland sont morts dans le premier. Et très vite, tu te rends compte qu'ils switchent vers une maquette, la fameuse maquette des Maitland, oui, mais une maquette
on voit les animaux, c'est des faux, qui nous ramène à un studio où Lydia présente pour la télé, donc des émissions horrifiques. Et là, tu as un peu l'impression d'un Tim Burton qui se rend compte avec cette intro qu'il a passé du temps enfermé quelque part dans les studios, les gros studios, Disney, tout ce que vous voulez. Et que là, il fait rentrer son personnage là, qui se retrouve quand même bloqué d'une certaine manière, comme Burton l'a été. Et qu'avec ce film, Burton va s'en sortir peut-être, comme Lydia, ou pas, justement, et t'as l'impression que le personnage de Lydia est plus que j'avais Tim Burton, encore plus que dans le premier film, ou le Tim Burton d'aujourd'hui. Et derrière, tu t'en fiches de ce qui se passe. Ce qui va intéresser Tim Burton, c'est voir l'évolution d'elle, de Lydia, de sa fille, et peut-être que lui-même se reconnecte avec sa propre vie. Il a eu des enfants, je crois, Tim Burton, à vérifier, mais bon, peut-être qu'il y a ça aussi. Avec l'âge et la maturité, il s'est rendu compte de certaines choses, comme quoi, fallait être plus proche des vivants que des morts, tout en continuant d'y croire et de voir les choses. Et ça, c'est passionnant. Alors évidemment, ça fait un truc hybride, ersatz par moment de beaucoup de trucs. T'as presque trop de personnages. Celui de Willem Dafoe ne sert strictement à rien. C'est plus pour le LOL. Willem Dafoe jouant un acteur mort qui est devenu flic de l'au-delà. Personnage de Danny DeVito, c'est totalement gratuit. Puis il apparaît une scène, quoi. Bon, il y a le personnage hein, du futur beau-père, enfin le nouveau mec de Lydia qui est intéressant parce que c'est une sorte de vampire, on le sent, hein, des médias et tout. Et tu te rends compte que il questionne beaucoup le capitalisme et l'argent, comme d'habitude, avec la belle-mère aussi, qui à un moment, il va lui arriver un truc, c'est ridicule, dans le sens, à force de se la péter et de vivre dans son monde, qui est un monde factice de la modernité ou du capitalisme, tu te retrouves perdu. Donc le vampirisme moderne est là, d'une certaine manière, par la société, par un gars assez toxique, ça se sent dès le début, il n'y a même pas de suspense, le film, tu peux décrire, tu peux deviner quel personnage va être, même le garçon que la jeune Astrid rencontre, tu te rends compte qu'il y a un truc, mais peu importe, il y a des grosses ficelles et le scénario part dans tous les sens, mais Burton utilise cela pour mettre en place sa posture cinématographique d'aujourd'hui en rapport avec ce qu'il y a avant, en faisant le deuil de beaucoup de choses, et en essayant peut-être de créer autre chose aussi. Et donc ce rapport au vivant qui est assez palpable ici, il n'y a pas que fuir la réalité, il a essayé de contacter la vraie réalité. Même si évidemment il y a toujours le côté folie et tout. Avec, oui, cartoonesque, hein, encore plus que le premier film, j'ai envie de dire. Il y a des moments où on est presque plus proche de The Mask, à 2 reprises, sa référence The Mask. Au moment où il y a le comme ça, Beetlejuice, et il y a un autre truc vers la fin, que je ne vais pas forcément dire là, mais c'est... je sais même plus d'ailleurs, mais il y a une autre référence à The Mask à la fin, dans ma tête. Je reprends ça. Ah oui, à un moment il y a... il gèle les gens. Bon, bref. Oui. Donc c'est ça, c'est de films totalement... c'est presque du Tex Avery gothique post-deuil dans un monde moderne qui est plus vraiment très moderne ou trop moderne ou qui est bloqué dans le passé avec les morts et les vivants. Et il se passe beaucoup de choses. Et donc la stop motion, oui, il y a le ver des sables. Qui d'ailleurs, c'est pas sur Saturne, c'est un satellite de Saturne. Hein, c'est plus logique finalement quand on y pense. Et toute cette introduction, on voit le personnage de Charles, le père, se faire bouffer. Ça, c'est le grand moment drôle du film. Et sinon, spoiler, parce que bon, oui, spoiler si on veut, pas obligé. Bon, mais Beetlejuice, il est toujours en crush avec Lydia, donc à un moment, il va y avoir pacte avec le diable et pacte avec le diable, ou des 2 démons. Beetlejuice propose ses services, mais en échange, Lydia doit l'épouser. Et en face, c'est pour sauver sa fille Astrid, qui donc a rencontré ce garçon bloqué dans le passé, mais en effet, il est mort. Très vite, tu sens que c'est un fantôme. Mais c'est un fantôme qui se fait passer pour gentil. Il a envie de revenir au monde des vivants. Mais en fait, on comprend que c'est un gars qui a tué ses parents, blablabla, tout ça. Donc, il veut échanger son rôle de mort avec la fille. Donc, à un moment, il faut aller sauver Astrid pour qu'elle revienne parmi les vivants. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que Lydia va dans l'au-delà pour ramener sa fille vers les vivants et se reconnecter avec elle. Avec l'aide de Beetlejuice qui se fait avoir. À un moment, il y a le mariage à la fin. Oh, le mariage à la fin. Avec un magnifique morceau, MacArthur Park, de Richard Harris. Oui, oui, l'acteur Richard Harris qui a chanté aussi. Grand moment, c'est le moment Day-O moderne du film où on voit les personnages chanter et tout. Beetlejuice aussi, qui va même chanter du Richard Marx plutôt. Il y a même une scène avec du Bee Gees, un Tragedy au début. Ah, il se fait plaisir, Tim Burton. C'est un bazar. Mais c'est ça. C'est l'idée que le premier film qu'il a fait, enfin le deuxième film, mais son premier vrai long métrage, parce que bon, puis oui, c'était un peu, voilà, son premier long, il avait une liberté là, qu'il n'a jamais peut-être eu depuis. Edouard Main d'Argent, il a eu une liberté aussi, mais en mode, voilà, il essaie de gagner aussi autre chose avec une écriture. Là, il revient vers ça. Et il se lâche total. Donc tant et si bien vrai de savoir Beetlejuice, machin et tout, et on sait qu'à la fin, il reviendra.
parce qu'il dégonfle et tout, mais il reviendra. D'ailleurs, il y a un cauchemar dans le cauchemar sur la fin où le personnage de Lydia imagine sa fille heureuse et tout, puis à la couche du bébé de Beetlejuice qu'on voit plutôt, c'est ça l'aspect brain dead à un moment. Oui, c'est ridicule, mais à la fin, dans le cauchemar du cauchemar, on voit que Beetlejuice continue à hanter Lydia. Donc c'est évident qu'il y aura un Beetlejuice. Ah mon Dieu, il est là, il est pas là. Non, ça marche pas. Donc, il y a des gens qui passent et qui repassent derrière moi, c'est pas grave. C'est la fête. Et oui, évidemment que rien n'est fini. Et que de toute façon, la hantise sera toujours là. Mais il est quand même temps de reprendre contact avec les vivants. Et au final, les vivants, il n'y en a que 2 à la fin. Il y a la mère et la fille, grosso modo. Les autres sont plus ou moins ou remords, ou morts, ou disparaissent, etc. Ah oui, et puis l'origine story de Beetlejuice, oui, bah, il vient d'Italie du XIVe siècle, la peste noire, tout ça, on le voit parler en italien à un moment, dans un moment noir et blanc, quasi néo-expressionnisme allemand, hein, un petit peu, voilà, évidemment, et pierre de tombe et tout, voilà, moment, etc. Bref, beaucoup de choses hein, sur ce film, si ce n'est que bah, je ne vais pas aller plus loin dans un spoiler, parce qu'à un moment, il faut vivre le film au-delà même de ses surprises, twist ou pas, c'est du cinéma de Tim Burton. Donc, Beetlejuice, je vous le dis clairement, hein, c'est comme le premier, c'est-à-dire que j'ai eu du mal quand même. Ça ne sera pas un de mes films très ultimes de l'année, ce n'est pas un des meilleurs films de Tim Burton, mais il est hyper important dans sa carrière celui-là. C'est peut-être son film le plus personnel et profond et intéressant vis-à-vis de son cinéma depuis Big Fish. Big Fish, pour moi, c'est top 3, mais même top 2, avec Édouard en main d'argent, vous voyez. Après, Sleepy Hollow, Batman Returns, tout ça, c'est pas à ce niveau-là. Mais j'avais déjà des réserves avec le premier Beetlejuice, même si je l'ai revu avec plaisir récemment pour en parler sur la 7ème illusion, avec Microciné et Skull Kid. Là, je trouve que on est bien avec ce Beetlejuice 2. C'est pas mon truc, c'est pas mon style, c'est peut-être trop déjanté et bazardé par moment, parce qu'il y a des problèmes de rythme, il y a des problèmes de, à un moment, vouloir trop mettre de personnages, tu les oublies, et le film les oublie pour les remettre, et remettre tout à la fin, mais on sent que c'est super artificiel. Après, c'est pas Tim Burton qui a écrit le film, je pense qu'il s'en fiche, il s'est juste calqué sur une histoire, voilà, pour faire ce qu'il avait envie de faire visuellement, dans son ampleur cinématographique. Et là, je pense qu'il a retrouvé le mojo, d'une certaine manière. Mais j'avais aimé Dumbo. Donc, moi, je ne condamnais pas Tim Burton. Je répète ce que je disais au début. Ce film-là, ce qui est sûr, c'est que, bah oui, il est très apprécié jusqu'ici, je comprends pourquoi. Et ça peut vraiment, en tout cas, apporter et amener de très belles discussions et de beaux débats, parce qu'il y a énormément de choses à dire, déjà sur l'œuvre en tant que telle, et le rapport de Tim Burton, qu'il entretient en fait avec celle-ci et son cinéma. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, parce que à mon avis, on va en discuter ici, et je vous dis à la prochaine. Ciao!